c'est l'heure de la SVT. Oh là là, purée, j'y crois pas. Mais regarde ça. Oh là, on est tombé sur une meute de loup. Ah, une meute de loup? Bah ouais, il y a Julien Cartier qui m'a dit qu'en fait les chiens c'était des loups. Il t'a dit ça? Bah ouais, je te Attends, jure. moi je l'ai eu en classe, Il t'a je pas me dit souviens ça? pas de ça. Bah si, mais ils sont magnifiques. Ah si! Des loups domestiqués? Bah ouais, oh, Voilà. ils sont magnifiques. Quelle Oh meute. là là. Incroyable. Mais lui, je peux même pas le. Quand je veux le prendre en vidéo pour montrer à mes petits-enfants, parce que. Il fait le timide. Ah bah il veut pas. Oh. Il s'en va. Il fait le timide. Eh, tu sais, je repensais au chien qu'on a croisé l'autre fois, enfin le loup domestiqué. Quand même, les caractères, ça change, hein. Ah bah attends, c'est pas la même bête, hein. Ah, carrément. Attends, ça n'a plus rien à voir. C'est un truc de malade, ça quand même. C'est clair. Eh Et ouais. je me demandais d'ailleurs, tu crois qu'on peut faire ça avec d'autres organismes, toi? Ah bah carrément. Ah oui? Ah bah attends, tiens regarde, notre petit ragoût de dimanche soir. Hein? Ouais. Hein? Voilà. Et ben moi je vais te le faire de deux manières. Je vais te ramener des carottes du marché et puis je vais te ramener les carottes que j'ai laissées pousser dans mon jardin là, Ouais. au petit bonheur la Et chance. il va y avoir une grosse différence? Ah bah écoute, justement je les ai pas arrachées parce que je les ai trouvées pas mal, jolies et tout ça. Des beaux spécimens, mais je vais te les ramener, tu vas voir la différence. Ok. Je dis rien. J'ai hâte de voir. Ah, exactement, exactement. Ça a l'air sympa ce que tu lis. Ah, c'est top. Ouais. Franchement, c'est un livre d'un super auteur. C'est sur la symbiose. Mais toi, t'as l'air bien absorbé aussi. Bah ouais, mais attends, mais moi aussi c'est un livre sur la symbiose. Oh, j'adore cet auteur aussi, mais je suis Ah trop fan. Bah, Ah ouais. attends, ah bah, Oh, ça c'est pas mal ça. Comme les grands esprits se rencontrent. Claire. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Bah, comme ça là. Ah ouais, Oh, c'est marrant. incroyable. Au j'adore. top. Ah, super. Gigi! Regarde ce que j'ai déterré dans mon jardin. Ça. Et bah c'est pour faire notre petit ragoût de ce soir. Je me suis dit la carotte, j'en avais pas sur place. Oh bah je vais prendre de la carotte sauvage. C'est une belle plante, regarde. C'est bonne carotte ça. Ah si ça c'est une carotte. Regarde, regarde. Non, non, mais je vais te montrer moi ce que c'est une carotte. Non, Moi, j'adore. j'en donne à mes chevaux quand Ouais. je vais faire de l'équitation. Oui. Ça, c'est des carottes. Ah ouais, mais ça c'est de la carotte domestique. Moi c'est de la sauvage. Excuse. Attends, ça n'a rien à voir. Regarde, regarde, regarde ce porc. C'est vrai Magnifique. qu'elle est belle. Elle est magnifique. Alors, belle. Regarde, en plus, elle a fait des belles fleurs, des ombelles. C'est trop chou. C'est la famille des apiacées. Mais on les appelle les C'est ombellifères. vrai. Mais c'est trop beau. Et regarde, elle a une magnifique racine pivotante. Voilà, on la voit bien. On la voit super bien. Bon, ok, il y a 2-3 petites racines secondaires. D'accord. Ah, mais t'as vu quand même? Mais c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence. Hein. Ah ouais. Quand même, entre la carotte sauvage et la carotte domestiquée. Et ils ont mis 10 000 ans en plus hein, quand même à faire ça. Mais peut-être ça vaut le coup quand même. Je sais Bah. pas, peut-être ce serait intéressant de voir, de comparer la carotte sauvage Carrément. et la carotte domestique pour voir sur quels critères, sur quels caractères ils ont fait leur choix là. Bah parce oui. que Et puis manifestement. pourquoi on vend pas de la carotte sauvage du coup? Bah oui, parce que finalement c'est sympa d'éterrer dans le jardin. Bah ouais. Pour un petit ragoût. Bon, tant qu'on le confond pas avec la ciguë. C'est la même famille, hein. Donc là, par contre, t'en manges un, t'en manges pas deux. Bon, eh ben, on va peut-être essayer de les comparer. Bah ouais, t'as qu'à essayer de couper dedans. Allez. Je vais découper. Je suis partie pour découper. Allez. Bon, alors maintenant, je vais découper la carotte sauvage. Oh la vache. Et je vous assure, c'est pas pareil, hein, parce qu'avec celle-là, elle s'est passée comme une lettre à la poste. Ça s'est découpé comme dans du beurre avec mon petit Pascal Pelle avec ma petite lame. Mais alors là, mais je galère comme une folle. Ouh, t'as intérêt à avoir des bonnes dents. Ah, ça y est, deuxième couche. Gigi, oh punaise. Attends, et tout à l'heure j'ai essayé de faire une coupe dans la carotte sauvage. Non mais attends, mais j'ai galéré comme une Mais oui, folasse. mais je sais,
Je sais, Mais moi, bon, je regarde, pendant que t'es parti à faire je sais pas quoi. Bah, moi, j'ai bossé. je suis allée faire pipi. Ah, excuse-moi. Bah oui, t'as raison, mais de temps en temps, pause il faut. pipi. Et alors Regarde, donc, avec les coupes que t'as faites, je les ai utilisées Ouais, et j'ai fait une coloration à la fluoroglucine. ouais. Et cette coloration, tiens, regarde, viens voir les coupes que j'ai faites. Wow, elles sont Elle belles. permet de colorer la lignine en rose. Tu te souviens? Ouais. Bon, toi, tu sais, je sais que tu sais. Ouais, mais mais, j'ai oublié quand même. La lignine, c'est le bois. Ok? Donc, regardez là. On retrouve du bois au niveau du cylindre central. Je rappelle que la carotte, en fait, c'est une racine. Donc, il y a le cylindre central avec les fameux vaisseaux conducteurs à l'intérieur. On voit qu'on trouve un petit peu de bois tout autour dans l'écorce. Et tout le reste, là, c'est le parenchyme, le tissu de réserve. Celui qui nous intéresse, celui qu'on mange. Donc, Ok. dans la carotte domestiquée, t'as vu la taille un peu? C'est clair, il a l'air moelleux, il est orange. Ouais, Et puis c'est même bon. au centre, bon, il n'a pas trop non Bah plus non, du c'est bois. quand même pas, Ouais. du coup, pas très dense. Alors que là, si je regarde dans la carotte sauvage, regarde la densité du cylindre central, le bois, la quantité de bois, et plutôt à côté la taille du parenchyme qui est vraiment réduite. Donc là, il y a vraiment peu de tissu de réserve et le bois hyper gros. Tu m'étonnes que t'aies galéré à Ah couper. bah attends, je regarde. Fais voir un peu. Oh bah effectivement. Regarde sur la racine. J'arrive à enlever le parenchyme hyper facilement, mais il y a quasiment Bah, y a rien. rien. Il y a que dalle. Par contre, et là, le cylindre C'est central, hyper dur. mais c'est dur comme du bois. Bah ouais, c'est du bois en fait. Ben, je suis pas prête de manger Ça un ragoût de carottes carottes sauvages. sauvages, hein. Alors, on cherche à mettre en évidence les caractères sélectionnés pour la carotte domestique, pour faire une carotte domestique. Donc, on va essayer de révéler la teneur en sucre réducteur dans la carotte domestiquée, qui est ici, qu'on a coupé en petits morceaux, qu'on a mis dans un tube à essai. On a fait pareil avec la carotte sauvage. D'accord? Et on va rajouter un réactif qu'on appelle la liqueur de Fehling. Vous allez voir la couleur de la liqueur de Fehling. Voilà, c'est un petit peu bleu. C'est un bleu azur qui est quand même assez beau, hein. D'accord? Donc, je vais en mettre dans mes tubes. Après, je fais vite. Ensuite, cette liqueur de Fehling, je vais la mettre à chauffer. Et la liqueur de Fehling, en présence de sucre réducteur type glucose ou fructose, elle va former un précipité rouge brique. Et donc, si dans mon tube à essai, après chauffage, j'ai la formation d'un précipité rouge brique, ça veut dire qu'il y aura présence de sucre réducteur à l'intérieur de la carotte. Allez, pendant que ça chauffe, on lance une petite chromato. J'ai tout le matos qui est prêt. Ouais. Pourquoi tu fais une chromato? Pourquoi une chromato? Mais bien sûr, une chromato qui va permettre de séparer tous les pigments contenus dans notre petite carotte pour pouvoir les identifier, bien sûr. Bon, alors là, ça y est, on a fait l'expérience et les résultats sont sans appel. Et on n'a pas triché. Ils sont magnifiques. D'accord? Regardez, carotte domestique, on voit un précipité rouge brique, là je crois qu'il n'y a pas de doute. Ah ouais. Carotte sauvage, Ouais. alors on voit un petit Ouais. peu au fond quand même un petit dépôt, donc il y a un petit peu de sucre à l'intérieur, mais on est d'accord que dans la carotte domestique, il y a beaucoup de sucre. Et effectivement, c'est ce qu'on donne aux bébés quand ils sont petits, parce que c'est sucré, c'est doux la carotte. Mais c'est Même bon ça. la carotte. Et entre parenthèses, on comprend pourquoi on peut faire des magnifiques cakes à la carotte. Et oui, les carrot cakes. Comme tu dis ça bien. Donc, un des caractères sélectionnés pour la plante domestiquée, c'est la teneur en sucre. Bah, les résultats sont tombés. La voilà notre chromatographie. Alors, on regarde. Donc, c'est démarré. On a déposé ici, là, au niveau de la zone de dépôt, qui, attention, je rappelle, ne doit pas tremper directement dans le solvant. Puis, par capillarité, le solvant s'est déplacé. Il a entraîné les petites molécules de pigment qu'on a mis dans le noir. Pourquoi? Parce que le pigment est thermosensible et il se dénature à la lumière. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, au même endroit, là, ça dépend de finalement la taille, enfin de la solubilité du pigment, eh bien, ici, on a ce petit trait. Alors ça, c'est la carotte domestiquée et ça, c'est la carotte sauvage.
qui nous montre ici les carotènes. Donc, on a bien compris. Mais on voit qu'il y a du carotène dans la carotte sauvage, clairement. Et il y en a plus dans la carotte domestiquée. Mais ça existait déjà dans la carotte sauvage. Et là, il y a une petite traînée très fifinette qu'on arrive à voir en lumière rasante. Je ne sais même pas trop si ça va se voir sur la vidéo. Mais cette petite traînée, ce sont une autre catégorie de pigments qui s'appelle les xanthophiles et qui sont plutôt jaunes. Donc voilà, donc là ça montre bien que qu'est-ce qu'on a recherché comme caractère et qu'on a sélectionné comme caractère chez la carotte domestiquée? Eh bien c'est la présence et une présence plus élevée du carotène. Bon, dis Zaza, Ouais. si on fait le bilan là, du coup, de ce qu'on a sélectionné sur notre carotte domestique. Ah Ça bah dit oui. quoi, là Alors qu'est-ce que ça dit? Eh bien ça dit que déjà, premier point, le parenchyme de réserve qu'on voit bien ici, parce que ça a collé depuis, il est beaucoup plus développé dans notre carotte domestiquée par rapport à notre carotte. Oh, ça coule sauvage. Ensuite, ce parenchyme de réserve, il contenait beaucoup plus de sucre, donc c'est bien meilleur à manger. Ah oui. Enfin, le cylindre central, eh ben, il y avait beaucoup moins de bois dans notre carotte domestique par rapport à notre carotte sauvage, donc bien plus facile, exactement. Et dernier point, bien sûr, on avait la présence du carotène. On a beaucoup plus de carotène dans la carotte domestiquée. Pourquoi on cherchait déjà le carotène, au fait? Bah, t'as déjà vu un lapin avec des lunettes, toi? Non. Effectivement, les lapins ne portent pas de lunettes. Parce que les lapins mangent beaucoup de carottes. Et dans la carotte, il y a beaucoup de bêta-carotène. Et il se trouve que le bêta-carotène, c'est de la vitamine A, qui peut être un précurseur de la vitamine A, qui peut se trouver sous plusieurs formes. Le rétinol, le rétinal et l'acide rétinoïque. Et, petit rappel de première S l'année dernière, dans la rétine, on a des photorécepteurs. Donc je vous rappelle, structure de l'œil, d'accord? J'ai la lumière qui va rentrer, qui va traverser la cornée, le cristallin, les différentes humeurs, vitrées, aqueuses, et qui va venir taper sur la rétine. D'accord? Et je vais avoir les photorécepteurs de différents types, les cônes et les bâtonnets. Petite photo en microscopie électronique à balayage, j'ai les bâtonnets, j'ai les cônes. Ces cônes et ces bâtonnets sont associés à des protéines, les opsines. Et il se trouve donc, je vous resitue, j'ai mes photorécepteurs, bâtonnets, cônes. J'ai des disques, notamment dans les bâtonnets, où je vais avoir plutôt de la rhodopsine. Donc j'ai des petits disques ici, je zoome, je me retrouve dans la membrane plasmique. J'ai enchâssé une grosse protéine, une opsine. Et il se trouve qu'à l'intérieur, il y a du rétinal. Et je vous souvenez que je vous ai dit tout à l'heure que le bêta-carotène, c'était un précurseur, notamment du rétinal. D'accord? Donc plus je mange de bêta-carotène, et ben plus potentiellement je vais pouvoir accumuler de la vitamine A et avoir du rétinal qui va venir s'associer à mes opsines. Et en fait, le rétinal, quand il va capter de la lumière, il va changer de conformation. Et ça va permettre le plein flux d'ions qui vont permettre après la vision. Ah, mais en fait, ouais, je capte. Tu Donc comprends finalement, en fait, quand tu manges du carotène, tu ingères justement ce carotène qui va se transformer en rétinal. Ouais. Et du coup, ben, Ben ça voilà. améliore ta vision. Moi, je croyais que les carottes, ça rendait aimable. Ouais. Ça donnait les fesses roses. Mais en fait, pas du tout. Les carottes, ça fait que tu vois bien. Eh oui. Ah, mais c'est Du coup, petit. t'as compris ma blague? Ouais, le coup du lapin. Oh, Ouais. c'est pas mal. Eh mais du coup, la carotte, comment elle produit plus ou moins de bêta-carotène? Ah, mais ça, c'est encore une question de gène. Parce que finalement, dans notre carotte, notamment dans les cellules du parenchyme de la carotte, clac, là voilà la carotte. Dedans, les cellules du parenchyme. On voit ici une réaction qui se passe dans les cellules du parenchyme. Et il y a une molécule qui s'appelle la GGPP qui se transforme en phytoène, qui se transforme en lycopène, qu'on trouve aussi dans les tomates, qui lui-même se transforme en bêta-carotène. Donc, pour fabriquer du bêta-carotène, il faut que ces transformations successives de molécules soient possibles. Je Et- sais. Ah,
il faut des enzymes. Exactement, mais oui, Ouais. parce qu'à chaque fois qu'on transforme une molécule en une autre, ça ne se fait pas tout seul. Il faut une enzyme, protéine, qui va la transformer. Et plus l'enzyme est active, donc ça va dépendre justement de sa fabrication. Bah oui. Il y en a qui sont plus ou moins actives. Est-ce qu'elles ont un site actif qui va faire que les réactions sont bien ou pas? Plus elle est active, plus on va transformer beaucoup les molécules, exactement, de GGPP en phytoène, etc. Et donc former des bêta-carotènes. Et là, on voit finalement que on a plusieurs variétés de carottes. Cal et cut sont des carottes blanches, qu'elles soient sauvages ou cultivées. Et en fait, ici, on a une CRC et Nantes qui sont des carottes oranges. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la quantité d'enzymes psy qui a été produite. Et là, on les a fait migrer, c'est un Wurtsamblot, c'est une manière de faire migrer pour voir la quantité de protéines qui sont produites. Et là, on voit que les carottes blanches, qu'elles soient sauvages ou pas, cal et cut, ne produisent pas Pas ces peu enzymes. exactement d'enzymes. Donc du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'enzymes, eh bien la protéine GGPP ne va pas pouvoir être transformée ou très peu en phytoène, etc., etc. Et donc ces carottes ne vont pas fabriquer beaucoup de carotène. Donc finalement, quand on y pense, quand on sélectionne à chaque fois pour domestiquer une plante, par exemple, en fait, on sélectionne des gènes finalement. D'accord. Donc en fait, il faut repérer une carotte qui est plutôt orange, qui produit beaucoup de bêta-carotène. Voilà, qui par hasard, il y a eu une mutation qui a fait que son enzyme psy, ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres des enzymes, son enzyme a muté, et son enzyme, je reprends, le gène responsable de la production de l'enzyme a muté, donc ça a c'est créé, rare. c'est assez rare, mais ça arrive quand Ça même, peut arriver. mais ça arrive, surtout si tu as le temps. Voilà. Donc, c'est long. exactement, c'est très très long. Mais une fois qu'il a muté, il va créer un nouvel allèle. Cet allèle va fabriquer une enzyme qui est peut-être un petit peu plus active. Et comme elle est un petit peu plus active, elle va fabriquer un petit peu plus de carotène. Et le gars qui repère la plante, il va récupérer les graines ou, s'il le fait avant, du pollen qu'il va mettre sur le pistil d'une autre plante. Et c'est comme ça qu'il va essayer petit à petit de sélectionner. Mais en fait, c'est un peu de la sélection naturelle. Exactement. En fait, c'est le même mécanisme que la sélection naturelle, sauf que là, elle n'est pas très naturelle, elle est dirigée par l'homme. C'est lui qui choisit. Ok, mais bon, ça c'est un peu long. Si j'ai pas 10 000 ans devant moi là, comment je fais moi? Eh ben, t'es mal. T'es très très mal. Mais bon, il faut quand même savoir que ça a quand même bien fonctionné en attendant, parce que c'est pas la seule, la carotte, bien sûr, à avoir été sélectionnée. Par exemple, ici, là, le blé, alors il a été sélectionné sur les mêmes critères. Eh ben là, on peut voir qu'il y a deux critères, deux allèles, en tout cas, de version d'un gène. Le rachis qui est plutôt fragile ou le rachis qui est solide. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la résistance. C'est un rachis qui va être solide. Donc, je vais sélectionner cette espèce-là. Je vais récolter les grains, je vais les semer. Et puis, la deuxième année, normalement, je vais avoir beaucoup plus de blé avec un rachis solide. Et on va encore récupérer les blés avec des rachis solides et on va ne replanter que cela. Et petit à petit, on ne replante que les plantes qui ont un caractère jugé intéressant. Alors ça, c'est fait pour plein de trucs. Comme, Et ben justement, là on voit la différence, c'est clair. entre la théocinthe et le maïs. Purée, Les grains, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même contenance, c'est pas le même nombre. Donc à force de sélectionner, on change vraiment les caractères des plantes, comme par exemple ici donc le maïs. D'ailleurs, maintenant, du coup, il y a plein de variétés finalement différentes. Exactement, mais comme pareil pour les choux aussi, tiens, Bah ouais. regarde. Bah ouais, le chou-fleur, le chou rouge, le chou chinois, c'est que des variétés qui sont issues en fait de sélection. C'est un peu comme les chiens finalement. Oui, c'est vrai. Il y a une grosse diversité, c'est pareil, c'est vrai que ça se ressemble pas du tout, les choux et les chiens. Mais du coup, effectivement, on sélectionne. Mais on sélectionne des caractères qui nous intéressent, mais admettons qu'il y a un insecte qui vient ravager ma culture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que ce qui intéresse l'homme,
qu'ils trouvent intéressant, c'est pas forcément ce qui est bénéfique pour la plante. Eh oui, Et ça, ça, ce qui est bénéfique pour nous, ce qui nous intéresse. exactement. Alors ça, le cas, c'est par exemple pour les pommes. Alors les pommes, c'est vrai que quand on voit les pommes, eh bien ces pommes, elles sont particulièrement grosses, sauf que elles ne sont pas très résistantes. Par exemple ici, on voit la tavelure. Cette tavelure, elle est due à un champignon qui va justement atteindre les pommiers et qui va abîmer cette pomme. Eh bien, dans la nature, les pommes étaient très résistantes à la tavelure parce que c'est un désavantage que d'être tavelé. Par contre, Et attrape! voilà, exactement. Donc nos pommes, on voit sur certaines d'elles encore parfois un petit peu des traces de tavelure. Est-ce qu'on en voit ici? Il y en avait une, ouais, on voit un petit peu parfois. Donc, sauf que cette tavelure, autant dans la nature, on va pouvoir exactement y résister. On l'a peut-être mangée, celle qui était tavelée finalement. Ah bah mince. On voulait pas qu'elle s'abîme trop. C'est ça. Et quand on dit qu'une personne est tavelée, Hey! hein, comme une Dans pomme. la nature, les variétés sont très résistantes, mais ce ne sont pas des caractères qu'on a sélectionnés, nous les hommes. Nous, on a sélectionné, est-ce qu'elle a beaucoup de réserve, est-ce qu'elle est juteuse, est-ce qu'elle est sucrée, etc. Du coup, le problème, c'est qu'à force de sélectionner des caractères qui sont jugés intéressants par nous, nos pommes, elles deviennent plus du tout résistantes aux différentes maladies. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour compenser? Eh ben on met des pesticides. Et voilà, on met des pesticides, alors, des fongicides, etc. Sauf que le problème, c'est que les pommes sont extrêmement traitées et les traitements phytosanitaires, eh ben, ils Et sont... puis bah on pollue nos sols aussi. Bah, on pollue nos sols et puis, alors, même égoïstement pour nous, Ah bah ouais. c'est extrêmement mauvais pour la santé. Donc du coup, une pomme qui n'est pas, entre guillemets, bio, c'est-à-dire qui n'a pas, qui a été traitée, bah, en fait, la peau, elle devient plus nutritivement intéressante. Il faudrait l'enlever parce qu'elle contient plein de substances qui sont très néfastes pour la santé. Bah ouais, moi par exemple j'adore les Pink Lady, mais là... Ah, la Pink Lady, c'est hyper traité. Elles sont magnifiques, hein, et elles sont très très bonnes. bah ouais. Très très bonnes. Mais Bon, ok, mais je t'ai dit tout à l'heure que j'ai pas 10 000 ans devant moi. ah, Comment on fait là? comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, génie génétique. Olé! C'est parti. Alors effectivement, si on n'a pas 10 000 ans devant nous, eh ben on peut faire du génie génétique. Donc fabriquer des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Pour ça, plusieurs techniques. Première technique, un petit peu aléatoire, on utilise un canon à particules. Donc, on va prélever le gène d'intérêt, la bactérie, le gène d'intérêt, qu'on va intégrer dans les plasmides des bactéries. On va placer ça sur des petites billes de métal qui sont recouvertes d'ADN, donc celui qui nous intéresse, celui qu'on veut intégrer dans notre plante, ce qui nous intéresse. Et on va bombarder littéralement notre plante, les cellules embryonnaires qui vont donner les futures plantes, avec ces petites billes qui contiennent l'ADN qu'il y a dessus. Et on espère fortement, on croise les doigts, pour que ce petit ADN vienne s'insérer dans le génome de la plante et qu'il développe le caractère qui nous intéresse. En fait, on colle un petit gène. Ça colle bien les petites billes. Ah ouais, là. Et c'est des petites billes d'or en plus, hein. Hein, quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça C'est pas les sonne choses bien. à moitié. Ouais. C'est notamment une technique qui a été utilisée pour fabriquer le riz doré. Et oui, le riz doré, mais qu'on ne trouve pas trop ici, puisque c'est un riz OGM, qui a effectivement intégré dans son ADN donc le gène responsable justement de la production de bêta-carotène, et c'est comme ça que notre riz, c'est vrai que c'est joli, il devient doré parce qu'il Voilà. contient du carotène, c'est sympa, Donc cette technique, elle est pas mal, mais elle est quand même un petit peu aléatoire. c'est vrai. Donc il en existe une autre. On utilise un vecteur bactérien. Et oui, alors déjà, petit check sur le plasmide. Qu'est-ce que c'est qu'un plasmide? Donc dans les bactéries, on a un chromosome circulaire qui se balade dans le cytoplasme. Et puis il y a plein de tout petits chromosomes, tout petits, ronds, hein, comme ça, en forme de rond, les plasmides, comme on voit ici, qui sont aussi en plus dans la bactérie. Alors ces petits plasmides, ils ont souvent des gènes de résistance dessus. Et les bactéries sont capables de se les échanger un petit peu en mode carte Pokémon. Hein. Genre, je te file un petit bout de plasmide, dessus je te file un petit bout de résistance, elles se les échangent.
Alors, ce plasmide, donc un tout petit chromosome circulaire, on peut le découper grâce à des enzymes et y insérer dedans un gène qu'on a trouvé intéressant. Par exemple, je sais pas, du carotène ou La ou quoi. production. Voilà, parce que ça nous intéresse. Ensuite, on va utiliser une bactérie très particulière qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens. Et cette bactérie, en fait, elle est responsable de la formation de gales sur les plantes. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette bactérie? En fait, cette bactérie, naturellement, elle va infecter, entre guillemets, les plantes en injectant son matériel génétique. Voilà. Donc, tout simplement, on va prendre une bactérie. Ici, on voit son chromosome et puis là, son petit plasmide. On va intégrer dans ce plasmide les gènes qui nous intéressent. On se sert de cette bactérie Agrobacterium tumefaciens comme un vecteur, c'est-à-dire qu'on va la mettre en contact avec la plante. Les petites bactéries vont aller se rapprocher des racines et elles vont naturellement, parce qu'elles le font déjà toutes seules, injecter ce plasmide qui contient le gène qui nous intéresse. Donc elles vont faire le boulot toutes seules. Ça, c'est très très pratique. Une fois que les bactéries ont intégré leur ADN, notamment le plasmide, on va essayer de repérer les petites plantes qui l'ont effectivement intégré et on va sélectionner la plante qui a récupéré le gène d'intérêt, comme ici. Et c'est comme ça que la plante est devenue un OGM, mais on a utilisé un vecteur naturel. Dernière technique. Ouais. Alors, donc là, on a un petit document qui résume le transfert par bactérie, donc Agrobacterium tumefaciens, le transfert mécanique par canon à particules. On peut utiliser un transfert aussi par choc électrique. Donc en fait, on utilise toujours un plasmide dans lequel on va insérer le gène d'intérêt. Et en fait, on va faire subir aux cellules végétales, alors auxquelles on aura préalablement enlevé leurs parois. D'accord? Donc, les cellules végétales sans parois, on appelle ça des protoplastes et ils prennent une forme complètement sphérique. Parce que c'est ce qui demande le moins d'énergie. Et en fait, on va déstabiliser ces protoplastes, on va déstabiliser la membrane plasmique en leur faisant un choc électrique. Et juste au moment du choc électrique, hop, on va les mettre en contact avec les plasmides. Les plasmides vont pouvoir pénétrer la membrane plasmique. Et Parce qu'elle est devenue finalement plus poreuse. Et oui, elle est plus poreuse. Ouais. Exactement. Donc du coup, ces petits plasmides peuvent rentrer et on espère qu'ils vont s'intégrer dans le génome de notre plante. Et c'est ainsi que sans attendre 10 000 ans, on peut, par génie génétique, obtenir des plantes OGM, génétiquement modifiées. Donc ça veut dire qu'on a intégré dans l'ADN de ces plantes un gène étranger à la plante et qu'elle va quand même lire, traduire, produire. Et du coup, cette plante va se mettre à fabriquer des protéines en plus. Donc, elle va acquérir un nouveau caractère. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus rapide. Après, les OGM, ça pose quelques petits problèmes. Eh ouais. Tout n'est pas parfait. Et non. Gigi, je range la chromato. Ouais, allez, ok, je range les carottes, moi. Carottes. Eh, tu sais, Zaza, Ouais. si tu me fais un ragoût de carottes domestiques, ça me suffit, hein. Je te crois, pour les carottes sauvages, c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'elles ont un petit peu une sale gueule là en plus. Hein. Ouais, laisse tomber. Ouais, on va faire dans le classique. Ouais, je préfère.